Bienvenue donc au webinaire sur le retour des 5 sites pilotes NatureAdapt sur le volet un peu technique d'accès aux données climatiques en Outre-mer. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc le Zoom est enregistré, donc on commence là à 35 et on finira maximum à 15 heures. Ça va nous laisser à peu près un peu moins d'1 heure de présentation et avec des questions. Donc voilà, vous pourrez aussi le retrouver diffusé sur YouTube, sur la plateforme NatureAdapt aussi, donc sur le site YouTube, enfin sur la page YouTube NatureAdapt et sur la plateforme NatureAdapt. On vous mettra les liens en fin de webinaire. Également, on vous enverra aussi donc les liens a posteriori du coup pour la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, on va commencer. Hop, je sais pas si. Donc aujourd'hui, on sera 4 intervenants. Donc je sais pas si Léa est ici, si elle peut ouvrir son micro ou pas. Je sais pas si tu peux activer pour que, en fait, je peux vous laisser vous présenter un petit peu succinctement et j'enchaînerai la suite. Léa, Mathis ou Christina. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, donc Léa Sebessi, je suis chargée de mission scientifique et technique à l'association TITE, qui est l'association de gestion des réserves de petites terres et de la désirade en Guadeloupe. Et donc moi c'est Mathis Bayo, j'ai été stagiaire pendant 6 mois à l'association TITE justement pour la réalisation du diagnostic de vulnérabilité et d'opportunité face au changement climatique de la réserve, donc l'application de la méthodologie Life Nature Adapt. Bonjour à tous, Christina Marquez-Ferry, je suis chargée d'études scientifiques donc à Océane Guyane, qui est en gestion avec les mairies de la réserve naturelle de Koroua et en charge du coup de la mise en œuvre de la méthodologie Nature Adapt. Et du coup, Kevin Opie, donc moi je suis chargé d'études climat aux réserves naturelles de France et aujourd'hui je ferai aussi le retour d'expérience sur sur la réserve de Mbouzi à Mayotte. Donc rapidement, ce webinaire en fait il s'inscrit dans le cadre de la démarche Nature Adapt. Euh, alors ce qu'il faut savoir rapidement, c'est que il est issu d'un projet Life Nature Adapt qui a eu lieu entre 2018 et 2023. On y reviendra un tout petit peu après. Donc c'est un projet qui a initialement été développé pour les réserves naturelles de France à l'échelle de l'Hexagone, mais aussi pour d'autres types d'aires protégées. Et du coup, il a été donc en partie réalisé avec Réserves naturelles de France et 9 autres partenaires que je vous mets ici. On va pas tous les expliciter. Et aujourd'hui, ce webinaire du coup s'intègre dans le cadre du projet Life Biodive France. Donc c'est toujours la méthodologie Nature Adapt ici qui sera présentée. Sauf qu'en fait, on essaye de poursuivre ce qui a été fait en Hexagone en, avec une nouvelle phase en fait d'expérimentation de la méthode dans un contexte ultramarin, car en fait l'ultramarin n'avait pas été initialement testé. Mais on y reviendra juste après. Donc c'est aussi un projet coordonné aussi par l'OFB et l'Europe. Donc rapidement, le webinaire va s'articuler en 6 grandes parties. Donc, rapidement, je vais essayer d'introduire NatureAdapt. Qu'est-ce que NatureAdapt? En quoi les données, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, comment les données liées au climat sont intégrées dans un contexte ultramarin lié aussi à la démarche NatureAdapt. Donc, à partir de ce deuxième point, on fera peut-être une petite partie de questions. On prendra 2 ou 3 questions sur la démarche s'il y en a. Ensuite, on enchaînera donc sur le retour d'expérience de Léa et Mathis en Guadeloupe. Ensuite, dans un quatrième temps, retour d'expérience des réserves de Guyane qui sera animé par Christina. Et dans un cinquième temps, nous aurons donc un retour d'expérience de la réserve de Mayotte qui sera animé par moi-même. Et enfin, on pourra procéder à un échange de discussion à la fin. Donc rapidement, NatureAdapt, c'est quoi? Donc en fait, c'est une méthode. C'est une méthode. Donc qui prend en compte le changement climatique et ses impacts dans les pratiques de gestion à l'échelle d'une aire protégée globalement. Ça a été donc créé par les réserves naturelles de France, mais en fait, c'est destiné à tout type d'aire protégée.
Donc, ça vise à intégrer donc, le changement climatique pardon, dans les aires protégées. Donc, elle s'adresse à toutes les aires protégées. Comment? On reviendra un petit peu plus en détail tout à l'heure, grâce au diagnostic de vulnérabilité et un plan d'adaptation au changement climatique. Il s'articule à travers un outil méthodologique qui se veut opérationnel pour aider aux gestionnaires à s'adapter à ces conditions. Donc, à travers un guide, donc la démarche NatureAdapt, mais également aussi à travers une formation professionnalisante, un COOC, donc qui est en ligne et qui reprend en fait la démarche par point, avec des cours et des intervenants spécialisés là-dessus. On a également développé une communauté collaborative, donc NatureAdapt se veut aussi communautaire, on va dire. Il y a une plateforme collaborative. Ici, je vous ai mis le lien, je vous ai présenté le lien. Donc, c'est une plateforme web où, en fait, on peut échanger, tous les gestionnaires peuvent échanger entre eux sur comment ils ont mis en place leur démarche, etc. Mais aussi les futures réserves ou les futurs types d'aires protégées peuvent échanger sur cette thématique-là. C'est une étape qui arrive à peu près n'importe quand à l'échelle du document de gestion, c'est-à-dire on peut autant l'appliquer une fois que son document de gestion a été déjà réalisé. Bien sûr, le mieux, c'est de l'appliquer au moment où on fait son document de gestion, mais ça peut être fait aussi en amont. Hop, j'ai déconnecté le truc. C'est bon. Et également, donc, NatureAdapt se veut aussi, il y a un levier, on va dire, pour le grand public, à travers notamment aussi l'utilisation d'un MOOC qui est en train d'être mis en ligne, qui devrait être mis en ligne progressivement, mais que vous pouvez traiter, enfin, vous pouvez aussi également trouver sur la chaîne YouTube du site NatureAdapt. On a également en fait un objectif à travers ce live, c'est un objectif à 10 ans. Donc l'objectif voudrait qu'on intègre 80% ici des réserves en gestion adaptative face au changement climatique. Ça, c'est un de nos objectifs phares. Rapidement, une chronologie de comment s'est présenté le projet. Donc, il y a eu une première phase donc, du Life NatureAdapt que je vous évoquais tout à l'heure, qui s'est échelonné sur plusieurs années, de 2018 à 2023 à peu près, avec des premières phases de co-conception, où ils ont commencé à tester la première méthodologie, etc. Et ensuite, ça a été expérimenté sur 6 sites de réserve naturelle, qui étaient tous situés en hexagone, et une quinzaine d'autres ensuite en 2021 sur différents types d'aires protégées, et qu'il y a eu un déploiement ensuite un déploiement à l'échelle nationale et européenne entre 2022 et 2023. Aujourd'hui, du coup, on expérimente cette méthodologie à l'échelle de l'outre-mer à travers 7 réserves, dont une en Guadeloupe, 3 en Guyane, dont 2 qui sont hors du projet LIFE, une à Mayotte et 2 à La Réunion. Voilà, donc ça c'est la première phase pour laquelle on est aujourd'hui, donc sur une phase d'expérimentation qui s'échelonnera jusqu'à peu près en 2026, suivra en 2027 d'une phase d'intégration au bilan, d'intégration en fait des outils existants à l'outre-mer, qui débouchera sur une boîte à outils en ligne sur l'adaptation au changement climatique pour les aires protégées de manière générale et qui sera destinée à tous les gestionnaires d'aires protégées. La démarche, en quelques points, donc elle se veut itérative dans un premier temps. Donc, à contrario, elle ne se veut pas linéaire. Donc, en fait, dans cette méthode, on peut, à n'importe quel moment de son plan de gestion, etc., revenir en arrière, pas de son plan de gestion, pardon, de son plan d'adaptation, etc. On peut revenir en arrière, agir un peu à n'importe quel moment. C'est un guide qui se veut dans un cadre de réflexion pour comprendre et agir sur le changement climatique de manière générale, en interaction avec aussi les acteurs qu'il y a à l'échelle de son aire protégée, et qui s'adapte à tout type d'aire protégée, comme je vous l'ai déjà évoqué. Et donc, c'est un peu une amorce, un premier plan vers l'adaptation, de manière générale. Donc, surtout, c'est une méthode, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une méthode qui n'est pas scientifique, c'est une méthodologie qui se veut prospective. Donc, c'est un peu comme un livre de recettes, en fait. Voilà, là-dessus. C'est un travail donc qui se veut aussi assez exhaustif, auquel on peut mettre du coup un point final et voilà, auquel on ne met pas un point final, pardon. Donc c'est pas des travaux pardon qui se veulent exhaustifs et auxquels on ne peut pas mettre un point final. On peut toujours améliorer son adaptation, on va dire, au changement climatique de manière générale. Dans un contexte, du coup, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est l'accès aux données. Donc un peu un défi aux données climatiques, un peu un défi à l'échelle des territoires ultramarins francophones et pas que.
Rapidement, pour contextualiser, pourquoi on a besoin de données dans la démarche NatureAdapt. Donc ici, en fait, je vous ai représenté les 4 phases importantes de la méthodologie NatureAdapt. Donc on a une première phase qui prend un petit peu de temps, qui est la phase d'immersion et de cadrage, qui se veut en fait de comprendre les enjeux climatiques, de connaître un petit peu toutes les caractéristiques aussi de son aire protégée, afin de cadrer le mieux la démarche. Donc ça aboutit sur une note de cadrage de la démarche de manière générale. Dans un second temps, et c'est là où on aura besoin des données notamment de climat, donc c'est l'analyse prospective qui en fait a pour but d'analyser le climat passé et futur de son aire protégée, mais aussi d'analyser les effets indirects et directs du changement climatique à travers son aire protégée. Ça, c'est vraiment la partie qui débouchera sur un livrable qui est le diagnostic de vulnérabilité et d'opportunité. Donc c'est là où on a beaucoup besoin de données, on en reparlera un petit peu après. Grâce à ce melting pot de données et ce diagnostic, il y a une troisième phase qui est l'adaptation en fait de la gestion. Donc c'est définir une stratégie d'action et d'adaptation afin d'alimenter et de référencier aussi son document de gestion, ce qui débouche en fait sur un livrable qui est le plan d'adaptation et enfin une dernière phase qui est le bilan et capitalisation. En fait, c'est juste prendre du recul et partager ses résultats et faire des retours aussi d'expérience aux pairs et aussi aux populations locales et aux divers acteurs de l'aire protégée, qui est assez important. Donc c'est pour ça que ici j'insiste bien que c'est sur cette phase-là. En ce moment, on est tous les sites pour lesquels on vont faire leur retour sont dans cette phase-là d'analyse prospective. Et c'est donc à ce moment-là où on a besoin des données et de trouver en fait s'il y a des données qui existent au niveau climatique, etc. Juste pour zoomer un peu plus sur ce qui est là, je vous ai pris l'exemple des 4 composantes. Donc les 4 composantes, en gros, c'est sur notre aire protégée ici, qui est matérialisée avec des petits points, des petits pointillés en vert, ça dresse une zone d'interdépendance. On va dire c'est une zone qui est en interaction avec l'aire protégée en question, peu importe l'aire protégée, c'est toujours une interaction. En hexagone, c'est assez simple, c'est souvent, on va dire, des bassins versants, etc., des lieux de vie. En outre-mer, ça peut être un petit peu différent, surtout sur des écosystèmes, sur des sites, par exemple, qui sont isolés, comme des îles, etc. Donc, il y a 4 grandes composantes à prendre en considération pour faire ça. Donc, on a la composante climat, qui est un paramètre et indicateur climatique qui structure l'air protégé. C'est de là où on aura besoin de nos données climatiques. Il y a donc qui peuvent se trouver à l'échelle, donc des données climatiques qui peuvent se trouver à l'échelle régionale ou mondiale. Dans un deuxième temps, du coup, on aura besoin de données sur les activités humaines ayant une influence sur le patrimoine naturel de l'air protégé et de sa gestion. On aura également des objets du patrimoine naturel, qui sont en fait les espèces, les milieux. Et enfin, des objets de gestion. Donc, c'est principalement les actions qui sont mises en œuvre en fait à l'échelle de l'aire protégée. Donc, en fait, toutes ces données-là, même si on peut regrouper la quatrième, en fait, ce sont des données locales qui ne sont pas forcément publiées en ligne et pour lesquelles, en fait, les gestionnaires ont déjà connaissance de ces données-là, à contrario des données climatiques. Donc, en gros, si je résume, pourquoi on a besoin de données climatiques pour NatureAdapt? Donc concrètement, on a besoin de données climatiques qui permettent d'anticiper le changement climatique à l'échelle de son aire protégée. Mais c'est également un outil pour aider à évaluer donc les différents aléas, les risques, etc. Et elle guide aussi du coup la stratégie dans le plan d'adaptation. Et de quel type de données on a besoin? Donc on a besoin de données climatiques passées et futures et des données pardon, sur les effets directs et indirects du changement climatique. Donc ça peut être le niveau de l'océan, la sécheresse, l'acidification aussi, etc. Donc, si déjà vous avez des questions, est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur la méthodologie avant de pouvoir enchaîner sur les retours d'expérience? Je ne sais pas si tu as déjà des questions. Non. Oui, alors. Si, moi j'aurais peut-être une Oui, question. Attendez, je voulais. Oui. c'est bon, j'ai. Vous m'entendez? Oui, Très bien. je vais mettre une caméra. Je suis Clotilde Dubois. Je travaille à Météo France à la DIROI, à l'île de la Réunion. Et donc, on est fournisseur potentiel de données. Donc, voilà, j'étais un petit peu curieuse de savoir, en fait, quelles données, là, tu parles de données donc globales ou régionales. Et je voulais savoir si, bon, en tout cas, peut-être pour l'exemple de la Réunion, mais peut-être que je pourrais aussi vous donner quelques informations, voilà, de savoir qu'est-ce que vous avez utilisé jusqu'à présent, OK. mais voilà, de façon assez concrète, ouais.
Eh bien, ce que je propose là, c'est qu'on y reviendra en fait juste après les retours d'expérience, on va en parler. Euh, Hmm. donc, si on n'a pas répondu à cette question-là, tu pourras la reposer juste après, puisqu'on y répond normalement. D'accord, ok. Et parce que nous, on a une grosse action au sein de Météo France sur tous les Outre-mer, donc je serais aussi contente de peut-être vous partager les nouvelles données qui seront à disposition pour certaines à partir d'aujourd'hui. Donc voilà. D'accord, top, merci. Ouais. Alors, on reviendra sur cette question à la fin. Est-ce qu'il y a des questions plus sur la Ouais, méthode j'ai levé ma main, là, peut-être que tu n'as pas vu. Euh, oui, bonjour à tous. Daniel Imbert, je suis au Parc national de la Guadeloupe, mais je suis impliqué aussi dans d'autres formations des structures d'air protégées. Je voudrais juste poser la question en préliminaire. Tu parles d'accès aux données, c'est une chose dont on dispose assez facilement. Je crois que le problème central dont il faudra peut-être parler, c'est plutôt les modèles prévisionnels. Puis tu parles de changement climatique et quels que soient les territoires hexagonaux ou surtout d'outre-mer où les contextes sont beaucoup moins bien renseignés, voilà, il faudra envisager aussi de savoir sur quel modèle on peut se baser pour faire la prospective. Ok, bon, on y reviendra un petit peu après aussi. C'est les questions qu'on va aborder à travers le retour d'expérience des sites en partie. Donc, je note la question, quel modèle climatique, et on y reviendra à la fin. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui concernent plus la méthodologie ou des remarques sur la méthode ou pas du tout? Sinon, on peut enchaîner sur le retour d'expérience. C'est bon? Alors, juste pour vous dire aussi qu'effectivement, même si je vois que la plupart des représentants concernent des réserves naturelles, évidemment, toutes les autres espaces de protection, dont les parcs nationaux et leurs aires centrales, et même les aires adjacentes, sont concernés. C'est pour ça que je suis là aussi en représentant du parc national de la Guadeloupe, hein. D'accord, super, merci. Hop, on peut enchaîner du coup sur retour d'expérience de la Guadeloupe. Léa et Mathis, si vous voulez prendre la main. Ouais, je vais démarrer du coup. Moi, je vais planter un peu le décor et puis je laisserai Mathis revenir sur la partie plus technique, méthodologie d'acquisition de données et de traitement de données. Voilà. Kevin, si tu peux passer à la première diapo, s'il te plaît. Parfait. Donc, pour ceux qui connaissent pas, du coup, la réserve naturelle nationale des îlets de Petite-Terre, elle a été créée en 1998. Elle se situe à l'est de la Guadeloupe, sur le territoire communal de la Désirade. Sa gestion, elle est assurée donc par l'association TITE, qui est une association désiradienne qui a été créée pour gérer les réserves de Petite-Terre et de la Désirade. Et on travaille en partenariat avec l'ONF Guadeloupe. La réserve de Petite-Terre, elle couvre une superficie de 990 hectares. Donc il y a une partie marine, une partie terrestre, 842 hectares marins, et deux petits îlets, donc les îlets de terre de bas, 117 hectares, et l'îlet de terre de haut, 31 hectares, qui sont séparés donc par un chenal étroit et qui sont bordés, ces îlets à l'est, par un récif corallien qui va permettre de fermer un peu ce chenal et de créer un lagon. Les îlets, ils sont très plats, le point culminant, il est à 8 mètres d'altitude. Voilà. Et le site, il est reconnu pour sa valeur écologique exceptionnelle, la présence de certaines espèces emblématiques, notamment qui ont justifié le statut de réserve naturelle. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, on abrite la plus importante population mondiale d'iguanes des Petites Antilles. C'est aussi un lieu essentiel pour les tortues marines. On va avoir un site d'alimentation pour les tortues vertes dans le lagon. Et également, on est le premier site de ponte pour les tortues vertes et le deuxième pour les tortues imbriquées à l'échelle de l'archipel guadeloupéen. Ces espèces, donc iguanes et tortues marines, qui font d'ailleurs l'objet de plans nationaux d'action pour leur sauvegarde. Sur l'îlet de Terre de Bar, on trouve également le dernier peuplement de Gaillac de Guadeloupe. Il s'agit d'un petit arbre protégé au bois très dense qui a pratiquement disparu dans les Petites Antilles et qui a fait l'objet d'un programme de replantation sur les îlets de Petite Terre. La réserve, c'est aussi un haut lieu pour la vie-faune. On a plus de 168 espèces qui ont été recensées sur les deux îlets. Et au niveau marin, Petite Terre, ça va être une des principales zones d'observation de requins et de raies de l'archipel. Voilà, il est fréquent de croiser en palme masque et tuba des requins citrons, des requins nourrices, des raies pastenagues ou des raies léopards. Donc on est vraiment sur un espace naturel qui va faire l'objet, vous le voyez, il y a pas mal d'espèces un peu emblématiques, donc de nombreux suivis écologiques, et qui va constituer un enjeu majeur en matière de conservation des habitats, de la biodiversité à l'échelle de l'archipel guadeloupéen.
Et c'est pourquoi aussi on a une forte pression de fréquentation, puisque on accueille quasiment plus de 40 000 visiteurs par an. Sur les années post-Covid, on est même monté à quasiment 60 000 visiteurs. Voilà. Tu peux passer, Kevin. Donc les îlets de Petite Terre, ils vont former vraiment un remarquable ensemble écologique où on a divers habitats terrestres et marins qui vont se côtoyer à l'échelle d'un petit territoire quand même. On va retrouver, j'en parlais, des récifs coralliens autour des îlets, des herbiers de phanérogames dans les lagons, des salines, plusieurs salines, quatre au nord de donc l'île du Sud qui est Terre de Bas, des plages, surtout le pourtour littoral, et aussi une végétation à l'aspect vraiment très mosaïqué sur la partie terrestre de la réserve. Mais ce site, il est aussi très contraignant. On va avoir une saison sèche qui est très marquée, un sol aride, une exposition constante aux embruns, puisque voilà, on est des petits îlets avec une faible altitude, 8 mètres, je disais. Des vents assez fréquents et réguliers, parfois même très forts, et une houle aussi intense qui va venir modifier un petit peu la dynamique physique au niveau du littoral, mais qui peut aussi parfois compliquer l'accès au site pour nos agents. Ces habitats marins, ils subissent aussi, et littoraux, pardon, ils subissent aussi une forte dynamique naturelle. On a vraiment des courants importants dans le lagon, une grande mobilité du trait de côte qui varie d'une session sur l'autre. Les agents peuvent voilà, voir les mouvements de sable à quelques jours d'écart. C'est vraiment assez impressionnant cette dynamique. Si la protection de la réserve elle a permis de supprimer certaines pressions humaines, donc il n'y a plus de pêche évidemment dans la réserve, plus d'agriculture, on a aussi un gros travail pour encadrer la fréquentation qui a été fait. Voilà, donc aujourd'hui on a des prestataires qui sont accrédités, qui viennent avec une autorisation, une gestion des mouillages. Il y a plusieurs bouées de mouillage qui sont à disposition pour accueillir la plaisance. Et actuellement, un gros travail pour la régulation aussi des visiteurs qui viennent avec des bateaux de location. Voilà. Mais les habitats, eux, ils continuent d'évoluer, donc sous l'effet de plusieurs facteurs. Évidemment, il y a une dynamique qui est naturelle sur le site. Il y a des événements climatiques aussi extrêmes, comme voilà, les Antilles peuvent subir assez régulièrement et de plus en plus fréquemment, avec des fortes houles, des cyclones. Et à court moyen terme, on subit voilà, les effets du changement climatique. Donc un écosystème insulaire qui reste quand même très vulnérable. Alors, je parlais d'impact à court moyen terme. En fait, en réalité, les impacts du changement climatique, ils sont déjà bien visibles sur les îlets de Petite Terre. À titre d'exemple, donc on peut parler de ces dernières années de plusieurs cyclones qui ont touché l'archipel, Irma, Maria en 2017, qui ont généré d'importantes houles cycloniques, Fiona en 2022, qui a généré des précipitations records, ou Tammy en 2023, qui a frôlé la Guadeloupe, mais qui n'a pas épargné la Désirade. À Petite Terre, on s'en est plutôt pas trop mal sorti. Voilà. En parallèle, depuis 2023-2025, l'archipel il a connu d'importants épisodes de canicule marine avec des températures donc supérieures à 29 degrés, qui est un peu la température critique pour les coraux. On a parfois relevé des températures proches de 31 degrés au mois de septembre-octobre dans les eaux du lagon à Petite Terre. Et ces températures de plus en plus élevées, elles surviennent aussi de plus en plus tôt dans l'année et elles durent de plus en plus longtemps. Donc, ce qui est vraiment problématique pour nos récifs coralliens. Et d'ailleurs, on a assisté, comme à l'échelle de l'ensemble de l'archipel guadeloupéen, à plusieurs épisodes de blanchissement massif des coraux depuis 2023, là, avec très peu de colonies qui ont survécu à Petite Terre. Donc là, vous voyez à l'écran à gauche deux photos d'une colonie d'Acropora palmata prises au mois de septembre 2023. Les deux photos ont été prises à 8 jours d'écart et on voit bien voilà, le blanchissement, à quelle vitesse il peut arriver. Plus largement, à l'échelle du territoire guadeloupéen, concernant ces problématiques de canicule marine et de blanchissement, là, il y a des récentes études qui ont fait état d'une perte d'environ 50% des récifs coralliens entre 2022 et 2025, donc sur une période de 3 ans. Donc voilà, c'est vous dire comment on a été impacté. Pour ce qui est de l'érosion, c'est aussi un phénomène assez préoccupant. La végétation littorale, elle s'adapte en partie à la mobilité du trait de côte, mais ça dépend de la vitesse à laquelle il bouge, ce trait de côte. On a certains secteurs qui vont être en fort recul. Pour donner quelques chiffres, à l'échelle de Terre de Bas, on a perdu en moyenne près de 6 mètres donc, de végétation depuis 1950. La végétation a reculé de 6 mètres.
Autour des salines, le trait de côte, lui, ben, il bouge encore plus vite. On a reculé d'environ 50 mètres, dont la moitié depuis 2017. Donc, c'est-à-dire qu'on a un gros phénomène d'accélération là entre 2017 et 2024 de recul du trait de côte. Et ça, c'est notamment lié ben, aux épisodes cycloniques et aux fortes houles qu'on a eues liées aux cyclones Irma et Maria. La saline 1 que vous voyez à l'écran, donc sur les photos de droite là, c'est la plus menacée. On a un cordon dunaire qui recule vraiment de plus en plus. Il est de moins en moins boisé. La photo du haut, c'est 2017. La photo du bas, elle date de 2021. Et donc, on a un comblement de la saline progressif, là, voilà, qui semble opérer. On pensait à un moment donné que le cordon dunaire allait rompre, mais finalement, on a plutôt l'impression que tout ça est en train de reculer et de se combler vers l'arrière de la saline. Bon, je dépeins pas un très joli tableau, mais il est réaliste. C'est les faits, c'est ce qu'on constate. Je vous passe les épisodes de mortalité d'oiseaux, de poissons liés à des fortes températures dans les salines aussi ces dernières années. Parfois, en tant que gestionnaire, on se sent un petit peu démuni et c'est aussi pour ça que nous, on a décidé de s'engager dans la démarche Nature Adapt. L'idée, c'était de pouvoir prendre le temps de réinterroger nos pratiques, d'échanger avec d'autres acteurs, de tester une nouvelle approche aussi. Voilà, on avait besoin de prendre le temps de digérer un peu tout ça et de savoir qu'est-ce qu'on faisait pour l'avenir, comment on décide de se positionner et qu'est-ce qu'on est en capacité de mettre en place. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé au mois de mars dernier là, dans la première étape de la démarche Nature Adapt, le diagnostic de vulnérabilité et d'opportunité, et qu'on a fait appel à Mathis qui est venu renforcer l'équipe. S'il y a un premier retour d'expérience, et je pense que les collègues des autres réserves voilà, soutiendront ce point-là, c'est ne sous-estimez pas le temps nécessaire à la mise en œuvre de la démarche Nature Adapt. Qui plus est, je pense en Outre-mer, où vous le verrez, on va aborder ce point-là par la suite. L'accès aux données n'est pas toujours évident. Donc voilà, ça prend du temps de se lancer là-dedans si on veut essayer de faire les choses un peu correctement. Je m'étends pas plus, je laisse la parole à Mathis. Mathis, il va se représenter un stagiaire en géographie. Il soutient son mémoire demain d'ailleurs. Donc merci à lui de se rendre disponible aujourd'hui. Et il va rentrer un peu plus dans le détail sur tout ce qui est méthodologie d'acquisition et de traitement des données. C'est ça, Merci beaucoup. merci. C'est ça exactement. Bon, merci beaucoup. Je rebondis sur ce que Léa a dit. Effectivement, la réserve, elle est très vulnérable face au changement climatique. Donc, dans ce sens-là, on se devait de mettre des indicateurs en place pour identifier cette vulnérabilité. Et ces indicateurs, ces indicateurs climatiques, bien sûr, ils vont se répartir en trois catégories. Donc, c'est ce qui a été mis en avant par Léa. C'est une réserve qui est marine et terrestre. Donc, de facto, on a des indicateurs atmosphériques, des indicateurs marins et également des indicateurs pour les événements climatiques extrêmes, étant donné qu'on se trouve dans les Antilles et qu'on est sujet à pas mal d'événements extrêmes. Je veux bien passer à la diapo suivante. Donc, selon la catégorie justement de ces indicateurs, l'acquisition de données n'a pas été la même parce qu'il y a certaines données pour certains indicateurs qui sont plus simples. Par exemple, pour les données atmosphériques, c'était relativement plus simple que pour les deux autres catégories de données, dans la mesure où pour l'évolution récente, on a seulement sollicité les services de Météo France et ils nous ont transmis leurs données des stations météorologiques les plus proches. Donc nous, pour le coup, on a sollicité les données de la station de la Désirade et aussi les données de la station du Rézet. Je reviendrai un petit peu dessus tout à l'heure, pourquoi on a été obligé de solliciter les données de deux stations. Donc voilà. Pour le milieu marin, c'était un petit peu plus compliqué. On a quand même la chance à l'échelle de la réserve d'avoir une sonde dans le lagon. Donc c'était assez intéressant parce qu'on avait nos données directement. Mais ces données-là, on a seulement 17 ans de données. Donc on a peu de recul et ça ne nous permettait pas de faire des comparaisons d'une période à l'autre. Mais bon, il n'empêche que ces 17 ans nous ont quand même permis d'avoir de la donnée, de pouvoir les comparer avec le reste des données du territoire. Et sinon, c'est vrai qu'on s'est quand même plus tourné vers des producteurs de données, mais à une échelle soit guadeloupéenne, soit régionale pour le milieu marin. Et on a aussi vachement puisé dans la littérature scientifique ou dans les différents rapports à l'échelle régionale. Pour les événements climatiques, enfin pour les événements extrêmes, pardon, c'est plus ou moins la même chose. On s'est quand même principalement basé sur la littérature scientifique et les bases de données régionales. Donc ça, c'est pour ce qui relève des évolutions récentes, parce que dans le récit climatique, on a d'abord une première phase
qui permet d'identifier les évolutions qui ont déjà eu lieu sur la réserve. Et ensuite, on a une deuxième phase de projection. Et donc, cette phase de projection, c'est vrai que l'accessibilité aux données n'était absolument pas la même chose, dans la mesure où nous, pour les données atmosphériques, par exemple, on a eu la chance d'avoir deux projets sur le territoire guadeloupéen qui ont eu lieu. Donc le projet C3AF et le projet Explorer. Et on a juste réinterprété ces données. Donc c'est vrai que ça nous a vachement aidé sur les composantes atmosphériques, c'est-à-dire qu'on a facilement pu identifier les évolutions à venir des précipitations, de la température, des épisodes de sécheresse, des épisodes de canicule. Tandis que pour le milieu marin, c'est vrai que là, pour le coup, on a vraiment rencontré un peu plus de difficultés euh, dans justement l'acquisition de données. En local, c'était vraiment pas évident. On s'est plus attelé à aller chercher de la donnée à l'échelle guadeloupéenne ou caribéenne. Je prends pour exemple le pH, qui était un de nos indicateurs, qui va avoir des impacts non négligeables sur le patrimoine naturel. Typiquement, l'évolution du pH en local, c'était introuvable. Donc, on a plutôt projeté à une échelle caribéenne. Donc, c'est vrai que c'est des échelles assez importantes, mais bon, ça nous permettait au moins d'avoir quelques données. Ensuite, pour les événements extrêmes, on a de nouveau sollicité le projet C3F, qui était assez intéressant parce qu'il faisait de la projection sur l'évolution cyclonique. Donc là-dessus, on avait pas mal de données. Mais ensuite, nos deux autres indicateurs pour les événements extrêmes, qui sont les sargasses et l'érosion, c'était beaucoup, beaucoup plus dur de trouver de la projection. Pourquoi? Déjà, les sargasses, c'est un phénomène qui est relativement récent. Donc il y a très peu de données. Le peu de données qu'il y a, c'est plus de la présentation du phénomène, disons, mais pas vraiment de la présentation de l'évolution du phénomène. Donc faire de la projection, c'était vraiment très compliqué concernant les sargasses. Donc on est plutôt resté vague. Et pour l'érosion, on a rencontré le BRGM. Cependant, ils font de la projection à l'échelle de tout le territoire guadeloupéen de l'évolution du trait de côte. Mais c'est pas le cas à Petite Terre parce qu'il n'y a pas d'enjeu humain derrière, il n'y a pas d'habitation. Et donc, on a dû faire avec nos propres données. Et dans la mesure où sur la réserve, on n'a pas de cohortologie ou quoi que ce soit, c'était très dur de projeter l'évolution de l'érosion parce qu'on ne peut pas savoir où est-ce qu'il y aura des zones d'érosion et d'accrétion vu qu'on n'a pas de cohortologie encore en place pour le moment sur la réserve. Donc ça, c'est pour la partie acquisition de données. Donc on voit vraiment qu'il y a une grosse différence en fait entre l'acquisition des données sur l'évolution récente et sur la projection. Je veux bien qu'on passe à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Ensuite, sur le traitement de la donnée, là, pour le coup, les trois catégories sont réunies. Pour l'évolution récente, étant donné qu'on a sollicité des grosses bases de données grâce à Météo France et d'autres services pour le milieu marin et les événements extrêmes, là, c'était plutôt un traitement de données classique via Excel, où on dégageait des tendances et on essayait de faire des comparaisons. Donc, c'était relativement simple. Après, il faut être à l'aise avec Excel, mais c'est plutôt un traitement de données classique. En revanche, pour la projection, de nouveau, c'est un petit peu différent, dans la mesure où on a été très 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 dépendant des modèles qui ont été des modèles de projection qui ont été utilisés par les différents projets qu'on a sollicités. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas mettre en place nos propres projections parce que, par exemple, la station météorologique de la Désirade, ces données ne sont pas suffisamment complètes pour pouvoir faire des projections climatiques. Donc, on a été très dépendant en fait des projections climatiques qui ont déjà été réalisées à l'échelle de la Guadeloupe, et donc dépendant aussi des modèles qu'ils ont utilisés. Et après, bah, effectivement, les données qu'on retirait de ces travaux-là, j'ai refait ensuite du traitement de données Excel classique dessus. Je veux bien qu'on passe à la diapositive suivante. Ensuite, sur les difficultés qu'on a rencontrées sur ce travail-là, je pense que vous en avez un petit peu saisi sur l'acquisition de données. On a eu quelques difficultés. Déjà, la première, c'était la discontinuité dans certaines des données. Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure que pour pour les composantes atmosphériques, on a sollicité les données de la Désirade et celles du Rézé. Pourquoi? Parce qu'on a des failles dans le champ de données de la Désirade. C'est-à-dire que parfois on avait des périodes de 15 ans et ensuite on avait 10 ans sans avoir de données, puis de nouveau 15 ans de données. Et c'est vrai que dans la comparaison climatique, l'idée c'est de comparer des périodes qui sont au moins de 30 ans. Et sur la station météorologique de la Désirade, on n'avait pas des périodes de 30 ans. Donc on comparait des périodes légèrement plus courtes, donc c'était un petit peu moins précis. Donc en ce sens, j'ai fait le parallèle avec la station du Rézet, qui a des données complètes.
Et là, j'ai pu faire des comparaisons de périodes climatiques de 30 ans. Et donc, voilà, l'idée, c'était de faire un parallèle de l'un à l'autre. Et donc, voilà, première difficulté, c'est ouais, des failles dans les données disponibles. La deuxième difficulté, c'est que sur pas mal de nos indicateurs, on va avoir un manque de données en local. Je le disais par exemple sur l'évolution du trait de côte. Le BRGM, effectivement, n'avait pas forcément de données à l'échelle de Petite Terre, mais c'est pas le cas que pour l'évolution du trait de côte, l'érosion. C'était le cas par exemple sur le pH dont je vous parlais tout à l'heure sur la projection. Et ça a été une vraie faille parce qu'on peut pas savoir précisément comment les choses vont évoluer. Mais justement, ça fait un pont sur les limites et les recommandations que je pourrais donner. La première, justement, c'est d'accepter le fait qu'il va y avoir un niveau de précision relatif. Parce que, bah, comme je le disais, il y a un manque de données. Et en plus, les données qu'on a, par exemple, pour la projection, c'est à des mailles plutôt grandes. C'est dur d'identifier précisément sur notre réserve quelles vont être les évolutions climatiques, d'autant qu'on est dans un contexte de triple insularité avec la réserve naturelle nationale des îlets de Petite-Terre. Donc, il faut accepter le fait que la précision va être relative et de toute façon, c'est absolument pas un frein pour la suite du travail, dans la mesure où, comme l'a présenté Kevin, on a ces trois autres phases, activité, patrimoine naturel et moyens de gestion. Et de toute façon, on ne s'attend pas à avoir un contour très précis du futur climat. L'intérêt, c'est plus de savoir comment vont évoluer, par exemple, les événements climatiques extrêmes, mais pas de savoir quand est-ce qu'ils vont arriver. Donc voilà, il faut un petit peu relativiser sur la précision de ces données-là. Et en plus, voilà, c'est un travail dans lequel on peut se repencher. Donc, si on a plus de précision, comme ça a été dit par Météo France, enfin par la personne qui intervient pour Météo France, si on a des données qui sont actualisées, on peut facilement se repencher dans son travail et réactualiser les choses qu'on avait mis en place. C'est absolument pas un souci. Et ensuite, sur la deuxième recommandation que j'ai à vous faire, c'est de privilégier les partenariats pardon, institutionnels. Nous, ça nous a pas mal aidé. Notamment, au début, on a sollicité rapidement Météo France. Donc, ils nous ont transmis leurs données pour facilement réinterpréter les évolutions récentes sur la réserve. Mais ils nous ont aussi surtout conseillé sur les différents projets qui avaient été faits pour la projection climatique. Donc c'est grâce à eux notamment qu'on a eu vent du projet Explorer. Je parlais aussi tout à l'heure du BRGM où nos sollicitations et notre entretien avec eux n'a pas forcément abouti dans la mesure où ils n'avaient pas forcément des données sur l'évolution de l'érosion, mais ils nous ont quand même donné des billes sur d'autres éléments, notamment sur des modèles de projection d'élévation du niveau marin. Donc voilà, faut absolument, enfin, absolument nécessaire de mon point de vue de solliciter les partenaires parce que ils peuvent, voilà, nous aider sur certaines sources, ce qui permet de gagner un petit peu de temps. Et justement, c'est un petit peu la conclusion de mon intervention. Il faut absolument pas négliger le temps nécessaire sur cette partie-là. On peut facilement se perdre à vouloir en faire un petit peu trop, mais faut pas oublier que c'est que le début de ce travail-là. Et la recherche, effectivement, la recherche de données, ça peut prendre beaucoup de temps, notamment sur les projections climatiques. D'autant que nous, on a eu la chance quand même d'être sur un territoire où il y avait des projets avec de la projection climatique. Mais si c'est pas le cas, il faut savoir mobiliser des, des compétences comme savoir faire du R, des choses comme ça. Et ça, c'est des choses qui prennent pas mal de temps si on n'est pas en mesure de le faire. Et donc voilà, pareil sur le traitement de données, ça prend un petit peu de temps parce qu'on a beaucoup de données à disposition. Faut pas se perdre dans cette masse de données, notamment sur les composantes atmosphériques. Il faut essayer d'aller à l'essentiel et de dégager des tendances. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Mathis pour ton intervention. On va enchaîner tout de suite sur le témoignage des trois réserves de Guyane. Je ne sais pas si tu es prête. Oui, c'est bon. Hop. Donc là, on va passer au sud de la région Caraïbes, en Guyane, qui est comme souvent très représentée. Donc on est trois réserves naturelles en Guyane à mettre en place la méthode Nature Adapt. Kevin, si tu peux passer, s'il te plaît. Donc voilà, trois réserves, toutes proches géographiquement, mais quand même très différentes en termes de d'habitat et d'espèces. Euh, alors comme vous pouvez le voir sur la carte, dans l'océan Atlantique, il y a l'île du Grand connétable.
qui est une petite île rocheuse qui est essentielle pour la reproduction de milliers d'oiseaux marins, la tortue verte et le mérougeant, et aussi pour l'alimentation des cétacés, dont le dauphin de Guyane. Ces principales vulnérabilités climatiques, donc les principales pressions qui peuvent s'exercer sur cette île, ce serait la modification des courants et paramètres physico-chimiques marins. Pour ce qui est de la réserve du Mont Grand-Matoury, qu'on voit en haut à gauche, vraiment sur l'île de Cayenne, c'est une réserve périurbaine, donc avec une grande importance des corridors écologiques et une grande mosaïque d'habitats. Ça va de la forêt jusqu'à la savane en passant par de la mangrove. Donc aussi 180, plus de 180 espèces remarquables dans cette réserve. Ensuite, la réserve qu'on voit un peu plus au sud, qui paraît complètement disproportionnée, c'est la réserve de Koroura. C'est la plus grande zone humide de France, une grande labellisée Ramsar, et qui abrite des espèces très emblématiques de la Guyane, notamment le caïman noir, le héron agami et d'autres espèces, et des habitats qui sont vraiment très uniques dans le territoire amazonien. Donc, les vulnérabilités de ces deux réserves terrestres vont être à peu près les mêmes. Ce serait du coup l'élévation du niveau de la mer, parce que c'est quand même sur le littoral et donc presque au niveau de la mer. Euh, la hausse des températures et les sécheresses prolongées, ainsi que la modification du régime des pluies. Je peux passer à la suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, en Guyane, on a déjà observé depuis quelques années des changements, même si le lien, aujourd'hui, est encore difficile à établir, le lien de causalité entre ces changements-là et les potentiels changements globaux climatiques. Euh, on a, par exemple, on observe à de nombreux endroits un déclin inquiétant de certaines espèces. C'est souvent le cas d'amphibiens, qui sont des espèces particulièrement vulnérables au changement climatique. C'est le cas de la télope. C'est un petit crapaud super emblématique de la réserve du Mont Grand-Matoury, qui est en déclin, voire disparition complète. Euh, on observe aussi des phénomènes de défoliation de palétuviers en mangrove, qui sont dus à un essor de chenilles, des explosions de chenilles à certains endroits. En Guyane, depuis quelques années aussi, l'ONF alerte sur le dépérissement de parcelles d'arbres. Vraiment, on observe des parcelles d'arbres entières, toutes blanches, des arbres morts, en pleine forêt, même loin des impacts anthropiques. On observe aussi de manière assez empirique hein, l'augmentation de chutes d'arbres. Et tout ça, c'est sûrement lié à un stress hydrique, lié à des phénomènes de sécheresse extrême et puis suivi de pluies et de crues extrêmes. Voilà, je vais passer à la suivante. Merci. Donc, pour l'acquisition des données en Guyane, c'est assez complexe. Et il faut savoir que je précise qu'on n'est pas tous au même niveau d'avancement sur le DVO. L'île du Grand Connétable a déjà presque terminé, tandis que le Mont Grand-Matoury et Co, nous, on est un peu en retard et on accueille un stagiaire à la fin du mois là, qui viendra nous aider sur cette étape pendant 3 mois. Donc voilà, ce que je présente ici est susceptible d'évoluer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Guyane, on part avec un gros inconvénient, c'est qu'on est un peu les oubliés de plusieurs sites de référence nationaux, comme le DRIAS ou Climat HD. La Guyane ne figure pas dans ces sites. Euh, Par contre, on part avec un gros avantage, c'est qu'en 2022, il y a un support qui nous sert vraiment de support clé actuellement. C'est le rapport Climat qui est sorti par le BRGM. Donc, c'est un rapport qui projette sur plusieurs indicateurs climatiques, qui fait des projections en se basant sur des scénarios climatiques du GIEC en Guyane.
mais c'est focalisé sur le littoral et sur les zones habitées. Mais c'est quand même un support qui nous aide beaucoup à l'heure de faire un récit climatique de nos réserves. On insiste tous en Guyane en tout cas, et c'est pareil je rejoins la Guadeloupe là-dessus, sur le fait de faire vivre le réseau local le plus vite possible avant même d'entamer la démarche. C'est de se renseigner sur les acteurs du territoire, de, de faire vivre les partenariats le plus tôt possible, anticiper cela. Ça facilite grandement justement l'acquisition des données et la mise en relation des acteurs. Donc nous, en Guyane, on a eu beaucoup d'événements sur le changement climatique cette année. En avril dernier, on a eu des journées d'échange technique sur le changement climatique organisées par le SAN Guyane. On a pu présenter le projet à l'IRD dans le cadre d'un programme sur la protection des mangroves. On a organisé une rencontre avec Météo France et on a présenté le projet au gestionnaire. Il y a eu aussi également un événement très important, les JAC, les Journées d'adaptation au changement climatique, organisées par la CTG et destinées plutôt aux politiques publiques. Donc voilà, on a fait beaucoup de présence dans ces événements-là en Guyane. Ça nous a, pardon. Du coup, moi, j'ai divisé nos données, nos ressources, en ressources locales d'une part et ressources mondiales. Parce que la plupart de nos données sont locales. En fait, en sollicitant Météo France, les stations météo locales, euh, le BRGM, l'ODEG, l'IRD, Ifremer pour l'hydrologie, le rapport Climat, aussi se baser sur les documents de gestion qui existent et la littérature scientifique. Et également, il est important de solliciter la mémoire empirique, qui, eux, peuvent parfois nous apporter des informations qui peuvent parfois être oubliées dans les documents plus académiques. Euh, Dans les projections, on a le rapport climat aussi, et la littérature scientifique, mais ça va être plutôt à l'échelle de la région amazonienne. Donc, on va prendre des littératures qui viennent du Brésil, des fois, ou du Venezuela, ou de la Colombie. Pour les ressources mondiales, donc là, ça va être des plus grosses mailles, donc une précision moins fine, mais ça nous aide aussi. On a du coup NOAA pour tout ce qui va être indicateur marin, de la température de l'eau, la littérature scientifique, et Copernicus pour la température de l'eau également. Euh, Sea Level Projection Tool aussi peut nous être utile, mais il n'y a pas pour la Guyane, il y a pour Belém, c'est une région, c'est quand même assez proche et ça peut nous donner des indicateurs utiles pour la Guyane. L'Atlas interactif du GIEC également et Climate Central sur des projections submersion marine sur le littoral. Voilà. Donc les difficultés rencontrées, c'est la discontinuité dans les séries de données climatiques. Tout comme l'a dit Mathis avant moi, on peut télécharger des données de stations météo proches de nos sites, mais souvent on a des trous des fois d'une dizaine d'années, ou alors des paramètres manquants. Des fois on télécharge des stations et on n'a que la pluviométrie par exemple. Donc il va falloir faire un travail de croisement, télécharger plusieurs stations croiser les données, et ça va prendre beaucoup de temps. Donc l'accès aux données est parfois difficile et manque de données locales sur certains paramètres, comme la salinité, la houle, pour notamment les paramètres marins. Euh, les données nécessitent des retraitements parfois importants pour être exploitables. Sachant que nous, mes homologues et moi, on n'est pas formés on n'est pas climatologue de formation. Et on est aussi sur plein d'autres missions à la fois. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est très compliqué et très chronophage de se lancer dans cette analyse climatique. Et aussi le manque de précision. On a souvent en Guyane des données accessibles qui sont dans des mailles très grosses.
et qui prennent donc pas en compte les microclimats qu'on peut retrouver dans nos sites. Cette phase de recherche et de mise en cohérence des données est donc chronophage et technique. Et c'est important de ne pas négliger ce temps-là et d'anticiper au mieux en sollicitant tous les acteurs sur le territoire. Euh, donc il faut aussi accepter le manque de précision. Les données globales suffisent parfois à pouvoir tirer des tendances et des conclusions sur notre territoire. Il faut favoriser le travail avec d'autres structures et ne pas se lancer seul dans cette démarche. Et une recommandation aussi, si les moyens le permettent, c'est d'avoir un contrat, de pouvoir au moins consacrer un mi-temps sur cette méthodologie Nature Adapt ou idéalement un temps plein sur la démarche avec le recrutement d'un stagiaire ou d'un CDD chargé de mission climat. Là, je me permets, si j'ai encore le temps, de faire une petite ouverture, car j'ai aussi eu le retour d'expérience du Parc national amazonien, qui se lance depuis peu dans un plan d'adaptation au changement climatique. Donc eux, ils font pas comme nous, ils ont vraiment des spécificités et des contraintes très particulières. Donc comme vous pouvez le voir sur la carte à gauche, c'est un immense territoire en vert là, au sud de la Guyane. Faut avoir en tête que la Guyane, c'est la taille du Portugal, c'est le plus grand territoire d'outre-mer, c'est immense. Et au sein même de la Guyane, on a différentes zones climatiques, on en a 5. Et cette zone-là, la zone du parc amazonien, elle est dans la zone climatique dite de l'intérieur, qui est complètement différente de la zone du littoral. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte à droite, qui est rose flashy, je ne sais pas si ça se voit bien, mais elle présente en gros la présence de toutes les stations météo France homologuées. Elles sont quasiment toutes concentrées sur le littoral. Donc voilà, le parc amazonien fait face quand même à de sacrées contraintes. Et pour combler ces problématiques, ils ont eu l'idée d'avoir une approche de méthodologie croisée. Ils ont trouvé, par exemple, ils ont des enjeux très forts culturels dans des zones habitées. Et ils vont se baser certainement sur une méthodologie issue du Canada, qui est pensée pour les communautés autochtones, du coup pour les zones et les enjeux socioculturels. Et en même temps, ils mènent une réflexion pour adapter la méthodologie Nature Adapt au contexte particulier du cœur du parc, pour par exemple la reconnaissance de zones refuges, de biodiversité. Donc voilà, tout ça pour dire que ça met en lumière l'importance d'adapter les outils qui sont disponibles aux contextes territoriaux. Et c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. Merci Christina, c'était très intéressant. Du coup, on prendra les questions juste un petit peu après pour Daniel. Je finis juste le retour un petit peu d'expérience de Mayotte. Comment? C'est pour rebondir? Oui, pour rebondir du coup sur l'ouverture de Christina, donc on a eu un retour de Mathilde Landemar du parc amazonien de Guyane dans le chat. Il disait donc que pour info, les données de RIAS après échange avec Météo France il y a quelques semaines seront disponibles d'ici quelques semaines pour le territoire. Et il y a aussi le projet Socle Outre-mer de Météo France qui permettra d'avoir des données beaucoup plus localisées, spatialisées, avec 5 à 20 km d'emprise max pour l'ensemble du territoire. Et donc c'est des données qui devront être traitées par des experts avant d'être exploitables, donc pas avant 2026. Oui, effectivement, merci Mathilde de le préciser, j'avais oublié. En fait, hier, j'ai re-regardé sur Drias et il y avait une notification, effectivement, où ils précisaient qu'ils allaient bientôt rajouter des données pour la Guyane. Donc, c'est une bonne nouvelle. Oui, bah, je suis la personne hein, de Météo France, donc je travaille là sur justement ce socle outre-mer. C'est aussi pour ça hein, que je me suis connectée. Donc en effet, hein, là il y a le déploiement qui commence d'abord par La Réunion et Mayotte, et Guyane est le prochain territoire. Et donc il y aura mise à disposition de données de référence pour la partie passée à une résolution donc normalement de 2,5 km. Donc en effet, hein, c'est vrai qu'il y a toujours voilà pour les stations, mais on utilise les modèles opérationnels de Météo France
pour pouvoir faire des reconstructions spatiales dues au manque de stations que tu as bien souligné là pour la Guyane, qui sont principalement sur le littoral. Et donc on fait aussi, donc un peu dans la même veine qui avait été fait par Guyane Climat, de faire des corrections de simulations, donc soit des simulations régionales, soit les simulations globales du GIEC, qui seront corrigées par rapport à ces données. Donc ça donnera tout un jeu de données, donc de données corrigées, parce que ça c'est assez important. Dans les deux présentations précédentes, c'était pas toujours clair quand vous utilisiez les données du GIEC, est-ce que vous les corrigiez ou pas? C'est assez important quand même de corriger les données, parce que surtout quand on a des effets de seuil, hein, par exemple, vous parlez des températures supérieures à 29 degrés, donc si on a des biais dans les modèles, il faut vraiment utiliser des données corrigées, ça c'est assez important. Et donc là, elles vont être mises à disposition au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, c'est le lancement pour La Réunion via le portail Andrias. Donc, c'est vraiment le portail où il va falloir y aller. Donc, d'abord, un premier déploiement avec les fichiers en format CSV ou NetCDF. Et il y aura en même temps les cartes qui seront fournies. Donc, et là, ce sera pour tous les territoires ultramarins tropicaux, hein. Donc, il y a aussi, après Nouvelle-Calédonie, donc les Antilles et Polynésie française. Donc, voilà. Principalement, ce que j'allais dire. Ah oui, et peut-être autre chose assez importante, ce sera par niveau de réchauffement. Donc, je pense que vous avez entendu le CNAC 3, le déploiement, hein, où il y avait une demande du gouvernement de s'adapter, hein, ou de réfléchir aux acteurs territoriaux ou locaux au plan d'adaptation à plus 1,5, plus 2, plus 3 degrés. Et donc, ces données seront disponibles sous les... Donc, ça donne le plus 4 degrés que vous avez peut-être entendu pour la France hexagonale. Donc, justement, il y aura tous ces niveaux de réchauffement qui sont calculés pour tous les outre-mer. Et donc, les données seront disponibles par niveau de réchauffement. Voilà, ça, c'est aussi un peu une nouveauté par rapport aux précédentes. D'accord. Merci pour toutes ces informations. Et bon, Donc, peut-être que tant que j'y suis, après, si vous voulez, avec votre réseau, il n'y a pas de souci pour nous recontacter pour qu'on vous fasse une présentation sur les données, sur comment les télécharger, sur peut-être voilà les précautions d'utilisation et aussi peut-être aussi être plus familiarisé avec la notion de trac de ces niveaux de réchauffement. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc soit moi, soit dans le réseau, mais de toute façon, voilà. Donc vraiment le socle, ce qui a été mentionné, hein, le socle outre-mer, qui est vraiment l'action coordonnée tout outre-mer pour se mettre au même niveau des services climatiques centraux. Voilà. d'accord. Bah, merci en tout cas pour toutes ces informations. Ça me spoil un petit peu la suite, mais c'est bien, comme ça vous allez pouvoir me confirmer ou Désolée. infirmer si j'ai bon ou pas. En tout cas, là, donc là, je vais rapidement faire un point sur un peu le retour que j'ai eu de nos amis de Mayotte, sur eux, un peu leur vision de tout ça. Donc, rapidement, pour un peu contextualiser, donc, au niveau du retour d'expérience, donc ce sera au niveau de l'îlot de Mayotte. Donc là, on change d'océan, on est dans l'océan Indien. Donc, on est à peu près au nord de Madagascar. Et on est au niveau de Mayotte entre l'île principale et la petite île de Petite-Terre. Et du coup, qui est l'île Ouembouzy, qui se situe vraiment au centre de ces deux ensembles. Donc en fait, ce qu'il faut savoir rapidement, c'est donc ceux qui mettent en place la méthode NatureAdapt et du coup qui utilisent les données climatiques. Donc c'est le conservateur, donc Mohamed Tani, et sa chargée de mission milieu marin qui est Oriane Serval. Donc c'est eux qui m'ont en gros transmis les informations que je vais vous donner maintenant. Donc pour contextualiser, l'organisme gestionnaire de cette réserve, donc c'est Naturaliste de Mayotte, la réserve fait à peu près 142 hectares, dont 82 hectares euh, en terrestre et 60 hectares en marin. Donc la réserve, ce qui est aussi important, c'est qu'elle abrite à peu près 75% de la biodiversité qu'on retrouve à Mayotte, avec un taux d'espèces endémiques assez élevé. En termes de contexte aussi un peu général, donc elle est située aussi à proximité et au sud de deux grands centres urbains, donc qui est Mamoudzou notamment, qu'on voit pas ici sur la carte. Et en termes d'enjeux aussi, il y a une très forte enjeux paysagers et aussi écologiques majeurs à travers notamment des histoires de corridors marins. Et également aussi des enjeux de pollution qu'il y a autour.
Rapidement, donc leur retour par rapport aux données climatiques. Donc, c'est notamment donc ils ont utilisé beaucoup de données qui concernent des données marines, donc qui ont été assez peu accessibles pour eux, car en fait, ça nécessite de solliciter beaucoup d'acteurs locaux, que ce soit certains parcs, soit le parc naturel marin, soit certains bureaux d'études qui ont travaillé là-dessus. Donc, quand c'est des bureaux d'études, donc c'est des données qui sont d'ordre un peu privé des fois, donc c'est pas forcément assez évident. Donc, en titre de source, on va dire en source ouverte, ils ont utilisé des données issues de Météo France du programme Brio. Donc là, qui sont à des résolutions assez grandes. Donc, c'est des résolutions de 12 km par 12 km. Donc là, c'était notamment des données pluviométriques et de température qu'ils ont récoltées pour leur bilan. Et enfin, des données européennes à travers Copernicus, avec des résolutions encore moins fines. Donc là, c'est des grandes résolutions avec des mailles de 150 km. Donc là, c'était essentiellement pour donc, le milieu marin. Ils ont noté aussi qu'il y avait une certaine complexité à travers l'analyse de ces données-là, car en fait, ça mobilise des compétences qu'ils n'avaient pas forcément. Donc, ils ont dû se former un petit peu sur le tas ou demander des conseils. Du coup, ça demande un peu de temps, etc. Notamment en ce qui concerne tout ce qui est modélisation des températures de surface de l'eau de la mer, qui, pour la charger de mission, elle a dû passer par des traitements de données nécessitant l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle pour modéliser ceci. Car en fait, ça demande vraiment des compétences assez poussées, par exemple sur R notamment. Et au niveau des disponibilités des données terrestres, donc en fait, ils ont demandé directement au siège de Météo France, qui est à La Réunion de mémoire, de leur donner des données qui étaient aussi des données, cette fois pluviométrie et température, mais à l'échelle terrestre, donc là, à une échelle fine de 12 km, ce qui est assez grand quand on voit en fait la superficie de l'îlot. Donc en fait, ça ne reflète pas tout ce qui est caractéristiques microclimatiques, etc. En termes de bilan et de freins qu'ils ont identifiés, donc comme ce que je disais tout à l'heure, donc peu de stations sur l'îlot, des données souvent issues donc de Grande Terre. Grande Terre, c'est l'île principale, donc qui reflète pas exactement les mêmes conditions. Euh, donc, comme je vous le disais, une résolution spatiale insuffisante. Ils aimeraient avoir des données directement issues sur leur île. Donc là, ils ont pour projet d'installer en fait ni plus ni moins des stations météo sur leur île et une charge du coup de travail assez élevée, comme en fait les autres réserves auparavant, donc des diagnostics qui demandent un temps assez conséquent, très chronophage et des ressources qui sont assez limitées pour une équipe qui n'est pas forcément formée de base. Donc voilà. Et au niveau des enjeux, donc nécessité d'outils et de méthodes adaptées pour l'outre-mer, alors pour l'outre-mer, mais même ça peut s'accorder à d'autres territoires, pour améliorer les analyses. Donc en gros, ils aimeraient avoir eux des outils spécifiques quasiment où ils peuvent cliquer dessus pour un peu ce que fait Dries en fait, euh, mais adapté à Mayotte. Et enfin, en point positif, donc ils m'ont fait remonter au moins trois bons points positifs. Donc c'était une montée en compétences quand même sur tout ce qui est formation sur le climat, approche de certains outils de modélisation que en fait ce genre de profession ne nous laisse pas forcément amener au début. On n'est pas climatologue comme le disait Christina tout à l'heure. Donc ça permet aussi d'avoir une palette de connaissances supplémentaires. Ça a aussi permis de renforcer du coup un partenariat avec Météo France, le parc marin et certains chercheurs sur ces caractéristiques-là et l'intégration locale. Donc, ce qui fait ils en parlent un petit peu aussi autour d'eux, aux populations qu'il y a autour que ce soit touristiques, etc. Voilà, en guise de conclusion, je vais synthétiser rapidement avant de prendre les questions. En gros, les grandes problématiques qui en est ressorties globalement de toutes ces réserves-là. Donc, c'est la disponibilité de données. Certaines données manquent. Des réseaux de stations météorologiques aussi pour les activités passées sont souvent limitées, voire assez irrégulières dans le temps. Donc, ce qui peut fausser certains résultats. Aussi donc la disponibilité. Donc aussi parfois en fait il n'y a pas que la disponibilité, mais il y a aussi l'accès tout simplement, avoir accès à certaines données qui peuvent être d'ordre privé, etc. Si elles existent ou pas. Les capacités techniques.
Donc les capacités techniques, c'est former les gens à l'analyse climatique. Donc je pense que j'aurais peut-être une petite question à Météo France juste après là-dessus. Donc aussi sur des outils et des logiciels qui sont pas forcément faciles à utiliser et pas forcément très intuitifs. Donc ça demande une formation et un temps supplémentaire nécessaire pour apprendre tout ça. Et toutes ces questions tout à l'heure qu'on a déjà abordé un petit peu de modélisation climatique, quel type de maille est-ce que c'est intéressant de garder des mailles un petit peu régionales? Quelles sont un peu les marges d'erreur avec des mailles plus larges et pour les territoires notamment insulaires, est-ce qu'on continue à se baser sur ce type de mailles-là ou est-ce qu'on, avec des nouvelles types de données, peut-être qu'on risque d'avoir, est-ce que des mailles plus fines pourront être plus intéressantes pour ce genre d'exercice? Et là, rapidement, je vous ai mis une carte. Si je me trompe pas, donc ici, là, c'est toutes les données qui vont être disponibles, en tout cas, on m'avait dit à l'automne sur Drias. Donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Des données qui vont du Pacifique, l'océan Indien et aussi à l'océan Atlantique de nos territoires ultramarins qui devraient être disponibles d'ici l'automne. Peut-être une question aussi comme ça en passage pour Météo France, ce serait donc du coup toutes les réactualisations, j'imagine, de données, que ce soit données température ou précipitations. Donc voilà. Les données aussi qui ont été utilisées, donc c'est ce qu'on disait, c'est 3F et le bureau d'études, si je dis pas de bêtises, vous me dites Léa si c'est bon, qui ont été utilisées du coup en Guadeloupe, mais aussi des données océanographiques à travers le CHUOM. Donc c'est des données qu'on peut trouver à l'échelle un petit peu mondiale, mais c'est plus franco-français, on va dire, comme type de données. Qui sont notamment des données de référence liées au niveau marin. Donc ça peut passer par de la bathymétrie, par de la montée de l'océan, du niveau des mers, pardon. Voilà, il me semble pas qu'il y a d'acidification encore des océans qui soit étudiée là-dessus, mais c'est des données qui peuvent être intéressantes et disponibles en libre accès. Et enfin, des données un peu plus globalisantes à travers Copernicus, WorldClim qui a été utilisé par nos amis de Mayotte, et dans une moindre mesure les données américaines. Voilà. Et NOAA. Donc là, je vous ai fait un petit récapitulatif de toutes les données qui ont été un petit peu utilisées, sur quels sites ils ont été, etc. Voilà de manière générale. Si vous avez des questions, parce que là, on a un petit peu débordé sur le temps, on a également fait en 2024 une bibliographie qu'il faudrait qu'on remette à jour aujourd'hui, générale sur l'état du changement climatique dans les régions ultramarines françaises. Et notamment, on avait fait un listing des données qui existaient à l'époque sur tous les territoires ultramarins français. Voilà. Si ça vous intéresse, on vous retransmettra le PowerPoint et vous pourrez cliquer directement sur le lien. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques vis-à-vis de toutes ces interventions ou pas? Est-ce que tu as des questions? Juste, Kevin, pour précision, pour la Guadeloupe, Créocéan, ils sont pas producteurs de données, hein. Ils utilisent D'accord. les données de notre sonde de température. Donc, Ok, c'était les données de son pas la température. peine de les contacter, ils vous donneront pas de données. Ok. Mais c'était un peu pour faire aussi le point pour dire qu'en fait, il y a des structures privées qui, eux, du coup, donnent pas de données, mais qui existent quand même. Donc, je sais pas dans quelle mesure, voilà, si on peut les contacter ou non. Donc là, tu as répondu non. Ok. Il y a une question. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Daniel Imbert. Vous pouvez prendre la parole, du coup. Oui, je reviens donc sur l'exposé qui a été fait concernant les réserves de Guyane. Et pour élargir un peu ma question, aujourd'hui, on parle surtout de données climatiques, d'accès aux données, de traitement et aussi de prévision. C'est sûr que c'est crucial. Je voulais juste faire remarquer qu'en plus du climat au sens strict, il y a d'autres données qui seraient tout à fait intéressantes d'agréger, notamment en termes de courantologie. Alors, très localement, on l'a bien vu, c'est fondamental, surtout de ces petits îlots, mais plus globalement, je veux prendre pour les Antilles, par exemple, la problématique des sargasses. En Guyane, tous les problèmes cycliques d'érosion et d'engraissement côtier dont n'a pas parlé notre ami tout à l'heure, mais en fait qui sont cruciaux pour comprendre l'évolution des mangroves là-bas. Tous ces phénomènes sont vraisemblablement aussi liés au climat, bien sûr, mais à d'autres phénomènes qui en sont interdépendants, notamment des phénomènes d'érosion, de contamination côtière par des excès de nutriments, des choses comme ça. Bref, cette problématique générale, elle dépasse seulement le climat, bien sûr, c'est la colonne vertébrale, à mon avis, et le réchauffement climatique notamment. Mais il y a d'autres données tout à fait importantes en parallèle qui conviendraient aussi de pouvoir apprécier, ne serait-ce qu'à
partir des travaux qui sont faits par ailleurs. On a bien sûr fait allusion aux réseaux aussi bien nationaux qu'internationaux, mais je pense que le climat devrait en plus agréger toutes ces autres données. Merci. Merci à vous pour cette remarque. J'ai vu qu'il y avait Élie Gaillet, de la Tour du Vala. Bonjour. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci pour ce webinaire, c'est vraiment super intéressant. Moi, je suis donc chercheur à la Tour du Vala et je travaille sur ces questions de recherche, mais plus en Europe et en Méditerranée, en particulier pour les oiseaux. Donc sur les stratégies d'adaptation au changement climatique, notamment leur mise en œuvre dans les aires protégées. Et donc j'ai beaucoup apprécié cette présentation, mais je me pose une question. Là, on parle beaucoup d'exposition au changement climatique, mais pas de cette exposition relative à la niche des espèces. Donc il y a des espèces qui vont être potentiellement négativement affectées, d'autres qui vont être positivement affectées par les changements, mais j'ai pas vu dans vos présentations comment a été fait le lien entre l'exposition au changement climatique et les pressions que ça va exercer sur les espèces, soit positivement, soit négativement. Alors ça, je sais pas si. Alors, en fait, ça, en fait, on en parle quand on réalise le DVO. En fait, le DVO, donc je reviens rapidement là-dessus, c'est le diagnostic de vulnérabilité et d'opportunité. Donc en fait, on n'a pas tous, enfin, ils sont pas tous égaux au niveau de l'avancée, on va dire, de ce DVO-là. Là, c'était vraiment juste sur l'accès aux données de manière générale. Dans certains cas, en fait, je sais pas si Léa ou Mathis ont une réponse aussi à apporter là-dessus ou un complément. Mais en fait, il y a forcément un lien justement avec tout ce qui est données climatiques et interaction interespèces. Je sais pas si Léa et Mathis veulent réagir à ça aussi pour qu'ils complètent, Ouais, donner un exemple peut-être. ouais, tout à fait, je peux en parler si tu veux. Euh, Là, c'est vrai qu'on s'est focalisé sur l'acquisition et le traitement de données qui était plus relatif au récit climatique. Mais la suite du travail, comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est justement d'identifier la vulnérabilité des différents objets sélectionnés, parmi lesquels le patrimoine naturel. Donc on a plusieurs objets pour le patrimoine naturel. Et on essaie de recroiser justement le futur climat avec les espèces. C'est-à-dire que dans le cadre de la suite de ce projet-là, j'ai réalisé par exemple des entretiens avec des experts sur les différents objets que j'ai sélectionnés pour le patrimoine naturel. Et je leur présentais justement les projections climatiques qu'on a réalisées sur la réserve. Et je leur demandais dans quelle mesure justement l'espèce ou l'habitat pour lequel je les entretenais serait menacé ou non par ce futur climat-là. Donc en fait, c'est juste la continuité de ce projet-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne s'est pas focalisé sur cette partie-là. Mais Ok, après, on le merci. remobilise hein, de toute façon, le récit climatique. Enfin, c'est aussi un petit peu la conclusion que j'avais tout à l'heure où je disais que le fait de savoir très précisément quel sera le futur climat, c'est pas forcément nécessaire. Dans la mesure où si on a les contours, c'est suffisant pour se projeter notamment sur le patrimoine naturel. Voilà. Est-ce que Eddie, tu veux compléter avant de passer à une autre question? Euh, Peut-être en complément, donc là j'ai l'impression que ça a été fait beaucoup, enfin, où c'est envisagé de faire le lien entre l'exposition climatique et la vulnérabilité des espèces par des dires d'experts, mais du coup il n'y a pas forcément de lien avec de la modélisation. Euh, Oui, les travaux d'évaluation de l'impact sur la niche des espèces, par exemple, c'est des choses qui sont très avancées depuis une vingtaine d'années dans la littérature. Et je me demandais si c'est des choses que vous pensiez mobiliser. Alors ça demande peut-être des travaux spécifiques, hein, et donc la science souvent ça prend du temps, mais de toute façon ce diagnostic, vous l'avez dit vous-même, ça prend beaucoup de temps. Est-ce que vous pensez faire ça? À la Tour du Vala, on a un projet comme ça qui associe un peu de recherche scientifique et puis beaucoup de retours d'experts. Peut-être qu'il y a une balance un peu. Au début de la présentation, il a été dit que c'est pas NatureAdapt, c'est pas quelque chose de scientifique. Mais j'ai presque envie de pleurer en lisant ça, enfin en entendant ça, parce que en fait, là, il faut pas opposer la science et la conservation, je pense, sur ces thématiques-là, notamment parce qu'il y a des outils complexes à utiliser comme R, comme etc., qui peuvent grandement faciliter la production de résultats, mais qui ne sont pas forcément accessibles à tous parce qu'il faut des formations particulières. Voilà. Donc, exactement.
La question, c'est à quel point vous envisagez le mix entre de la recherche scientifique et puis de l'expertise qui est nécessaire, à mon avis, l'expertise de terrain. Pour compléter un petit peu, alors en fait, dans un contexte ultramarin, ce qui est compliqué, c'est aussi du coup l'accès à ces informations-là, à ces données très spécifiques sur des espèces assez spécifiques qui sont, pour certains secteurs, très peu étudiées. Ça peut être, par exemple, bon, ça peut être pour le cas, par exemple, des coraux, où là, c'est assez simple. Il y a beaucoup d'études qui sont faites dessus. Je sais que Matisse, ils ont assez travaillé dessus aussi sur ce niveau-là. Mais par exemple, pour l'échelle hexagonale, on est en train de discuter avec, par exemple, en ce moment, les Sentinelles du climat, qui eux, en fait, travaillent concrètement sur ce genre de thématique-là. Mais en fait, on essaye, voilà, de trouver des, c'est pas encore trop le cas sur d'autres réserves, mais d'intégrer ces approches-là, qui sont des approches scientifiques et donc souvent chronophages et demandent du temps sur des études très spécifiques de certaines espèces ou milieux. Et donc, du coup, c'est des choses qui sont faites, qui peuvent être faites naturellement dans certains sites et dans d'autres, en fait, beaucoup moins. C'est pas quelque chose qui est intégré de facto à la méthode, mais c'est des choses, oui, qui sont prises en compte. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire actuellement là-dessus, sur cet aspect-là. Il y a une question de Mathilde. Oui, bonjour. Je voulais vous remercier déjà pour la présentation. Je voulais rebondir sur ce que a apporté mon confrère du coup du Parc national de Guadeloupe, Daniel, sur la question de peut-être voilà élargir la question, pas forcément que au changement climatique, parce qu'on avait effectivement d'autres pré-champs sur les espaces sur lesquels on travaille. Et dans le cadre du parc amazonien de Guyane notamment, donc on est en train de mettre en place la démarche plan d'adaptation au changement climatique. Et donc, il nous est demandé d'avoir une démarche qui soit très inclusive d'un point de vue concertation avec les populations, notamment les populations autochtones et les communautés locales. Et dans ce cadre-là, ce qui ressort et ce qui du coup est un peu enfin, bloquant dans un premier temps, mais qui va nous amener à élargir la thématique, c'est que le terme changement climatique en lui-même ne veut absolument rien dire pour les populations. C'est pas quelque chose de voilà qui signifie quelque chose. Enfin, c'est un terme quand même très occidental et qui est pas forcément approprié par les populations qui, elles, perçoivent à la fois effectivement les enjeux de sécheresse sur les cours d'eau, d'inondation, au même titre que d'autres problèmes comme les impacts de l'orpaillage illégal, comme la maladie du manioc qu'on a aussi qui en fait est un champignon qui vient de Chine qui ravage les abatis brûlis des peuples autochtones. Et donc du coup il y a tout un enjeu d'essayer d'inclure dans notre démarche quelque chose qui fait sens pour les habitants et en fait, on s'est dit que ce qui pouvait faire sens, c'était de partir, de ce qui est, amené par le GIEC et l'ONU sur le concept de triple crise planétaire, qui en fait élargit un petit peu la question du changement climatique, en incluant la dégradation des écosystèmes et les questions de pollution et déchets, qui sont en fait, les 3 grandes conséquences avec le changement climatique, en gros du système économique globalisé, dans lequel on est, quoi. Et du coup, nous, on arrive à se retrouver là-dedans en pouvant du coup inclure la question des pollutions, notamment mercurielles avec l'orpaillage illégal, et puis la question notamment de la maladie du manioc, mais aussi en fait beaucoup plus large. Et tout ça a des conséquences très diverses, à la fois culturelles, économiques, sociales, très importantes en fait sur ces populations-là. Et en fait, on a entre guillemets pas vraiment le choix de faire ça parce qu'on a déjà une démarche qui est descendante, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui vient des populations de mettre en place un plan d'adaptation au changement climatique. Et donc on est un peu voilà, on a un besoin de se caler sur ce que les habitants perçoivent. Donc ça c'est pour la partie plutôt zone adhésion de notre parc qui concerne plutôt du coup là où les populations vivent. Pour la partie zone de cœur en revanche, donc c'est ce que Christina a présenté et donc merci pour la petite présentation. L'idée, c'est justement d'avoir un groupe de travail qui soit plutôt dédié aux enjeux, on va dire, plutôt basés sur les écosystèmes, en prenant à la fois la porte d'entrée changement climatique, mais aussi en fait les autres pressions qu'on peut avoir au sein du parc, qui sont pas forcément toutes liées au changement climatique. Et donc ce groupe de travail, on va le déterminer, mais va peut-être justement s'appuyer sur la méthode Nature Adapt pour cette partie-là. Voilà, c'était juste pour faire un petit point. En plus, côté parcs nationaux, où du coup, enfin, on a une approche qui va peut-être être un petit peu différente que strictement les réserves, vu qu'on a d'autres enjeux,
et l'enjeu de développement économique aussi qui est très particulier au parc amazonien. Ton micro est coupé, Kevin. Oui, Ouais. ouais, ça marche bien comme ça. Mais merci pour ton retour en tout cas, c'est très intéressant. Euh, Je sais pas si je peux apporter autre chose de plus là-dessus. Si, moi j'aurais une question. Alors je sais pas si les personnes de Météo sont encore là. J'en profite. Du coup, quel type de formation est-ce qu'il y a des formations déjà? Bonjour, j'avais une question. Oui, allez-y. Voilà. Excusez, j'avais aussi une interrogation. Bonjour, je me présente, Max Ranguin de la Riviera du Levant. C'est la communauté d'agglomération qui englobe la Désirade où se trouve l'association Titel. Donc j'ai noté qu'il y avait de manque de données. Donc je voudrais savoir, est-ce qu'il y aurait une liste ou en tout cas est-ce qu'on pourrait avoir une réunion de travail pour qu'on voit avec la Riviera, enfin l'agglo, qu'on puisse les convaincre pour récupérer cette liste afin que pour les années à venir, en tout cas, j'ai compris que le modèle ne devait pas être très précis, mais enfin, ce n'était pas nécessaire qu'il soit très précis, mais que pour les années à venir, on puisse au moins équiper, que ce soit, on s'équipe au niveau quantologie, pH, enfin, de ce que j'ai entendu à la réunion d'aujourd'hui. Donc, s'il y avait des dons, pour aussi utiliser la communauté d'agglomération comme levier pour pouvoir accélérer la mise en place de mesures pour améliorer en fait le nombre de données que vous avez pour faire ce type d'études. Moi, j'apprends aujourd'hui que vous avez souffert de ça. Je n'ai pas su. Donc, je, je répète, je confirme que quand il y a ce type d'études, vaut mieux avoir des relations avec la communauté d'agglo qui a une certaine responsabilité sur la biodiversité et l'environnement. Moi-même, je suis directeur de l'environnement et sur ce secteur. Et j'aurais aimé savoir, il y a 5 ans, qu'il manquait des mesures sur le secteur. Et je ne sais pas sur quel délai, mais en tout cas, un jour, on va finir par avoir ces informations. Voilà. D'accord. Merci. Est-ce que les gens de Guadeloupe veulent réagir ou pas du tout? Oui, bah, je vais faire un petit retour. Merci pour votre intervention. On est ravis que déjà vous soyez présents et du coup, voilà, intéressés pour nous accompagner à améliorer nos connaissances sur ces sujets. Donc, on ne manquera pas de se rapprocher de vous et de voir un peu ce qui pourrait être mis en place pour combler nos lacunes et se pencher sur des questions d'acquisition de connaissances qui pourraient bénéficier à tous en mettant en place des outils de couranto ou autres à réfléchir ensemble. Mais on n'hésitera pas à vous recontacter. Merci pour votre disponibilité. Merci pour ton retour. Juste une petite question que je voulais poser rapidement à Météo France. Quel type de formation, est-ce que vous avez des types de formation que vous disposez pour former justement à l'utilisation de ces outils, ou notamment Drias par exemple? Je ne sais pas si Clotilde, pardon. Non, c'est Clotilde. Alors, comme ça, là, non, mais on peut justement, je pense que moi, ce que j'en ressort un petit peu donc déjà on peut vous faire une présentation donc via tout votre réseau, donc si vous, voilà, peut-être diffuser au sens large pour faire une présentation et pour voilà expliquer ce qu'on a mis comme nouvelles données à disposition, vous montrer voilà quel type de données, le format les cartes qui seront aussi téléchargeables. Et après aussi, ce qu'on commence à faire, c'est co-construire en fait des indicateurs. Donc avec, par exemple, on a commencé avec l'agriculture, mais on peut aussi, voilà, on aimerait aussi aller plus loin, regarder par exemple faire des indicateurs sur les territoires ultramarins, sur l'évaluation du niveau de la mer. Vous avez mentionné plusieurs fois que vous utilisiez les données du GIEC qui en effet sont des données à maille de très basse résolution, quoi, à 150 km, donc c'est pas de l'information qui est forcément très facile à utiliser. Vous avez mentionné la houle, la sécheresse,
Donc je sais que nous, par exemple, pour la sécheresse, on va avoir un nombre de jours avec tant de pluie ou bon, par rapport à chaque saison pour les outre-mer, chaque outre-mer. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à nous faire voilà des retours un peu de votre liste de rêves, d'indicateurs que vous aimeriez. C'est voilà, on est ce projet, c'est aussi ça, c'est de co-construire en fait avec les différents partenaires. Et si vous voulez, voilà, vraiment avoir peut-être une aide sur les données plus précisément, faut que je vois avec l'équipe. Mais si voilà, si vous êtes plusieurs personnes, entre au moins 10, 20 personnes, je pense que ça peut se négocier. Voilà. Après, c'est vrai que si on voit que derrière il y a tout le réseau des aires marines. D'outre-mer et qui est sur plusieurs territoires parce que c'est comme ça vous pouvez aussi relayer l'information. Ça pourrait être intéressant, je sais pas, là, dans les personnes où il y a personne de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie. Alors je sais qu'avec les créneaux horaires, c'est pas toujours facile, Oui, mais voilà, ça peut être complètement envisageable. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis mon adresse mail dans le chat et très bien. n'hésitez pas Merci. à revenir vers nous. Voilà, comme ça on peut interagir et on est quand même plusieurs, hein. Il y a toute une structure qui se met en place à Météo France. Donc on est là pour ça aussi. Ouais. D'accord. Ben, merci pour toutes ces informations. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne crois pas. Oui, moi, si je peux rebondir là-dessus. Oui, vas-y, vas-y. Oui, bah, moi, je pense qu'on serait plusieurs très intéressés pour cette présentation et peut-être une mini-formation parce que vous avez parlé tout à l'heure des données, elles doivent être corrigées. Je suis pas sûre qu'on utilise Mhm. des données corrigées et je sais même pas comment s'assurer de ça. Donc, Ouais, mais c'est pour ça que j'ai aussi tiqué un peu dessus. oui. Voilà. Donc, mais oui, oui, avec grand plaisir. Après, je pense que ce qui serait bien, c'est d'échanger voilà avec un petit groupe de travail avant pour que Mm. justement on aborde un petit peu et que je fasse vraiment quelque chose de très très ciblé avec vos besoins. Donc ça peut être moi ou quelqu'un d'autre, mais potentiellement je suis basé à La Réunion en Outre-mer justement pour être au plus proche des acteurs. Donc voilà, si vous êtes un petit groupe et qu'on puisse échanger là-dessus, il y a pas de souci, ouais. Et d'après de Super. faire une présentation plus large pour un peu tout le monde, ouais. Si je peux me permettre de rebondir aussi sur l'intervention de Daniel tout à l'heure. Effectivement, la dynamique du trait de côte et l'érosion du trait de côte en Guyane, elle est vraiment unique au monde. Et c'est quelque chose c'est une vraie problématique en Guyane. Il y a l'IRD qui travaille. Je crois qu'on t'a perdu, Christina. Ça arrive. On t'entend plus, Christina. Je sais pas si toi tu nous entends, mais C'est, c'est, ces retraits et ces déplacements de bande base. Mais effectivement, le rapport Gua-Climat précise dans son étude qu'ils n'ont pas pu prendre en compte justement cette dynamique du trait de côte parce que ça rendait les modélisations trop complexes. Ils le feront peut-être, je suppose, à l'avenir, mais pour l'instant, nous, on n'est pas en mesure de prendre en compte ce facteur-là, à moins que la recherche veuille bien se pencher là-dessus. Nous, on ne sera pas en mesure de prendre en compte ça. ok. Tu faisais référence à l'IRD, c'est ça, parce que ça a coupé un petit peu. Oui, Ok, d'accord. c'est ça. J'aurais une question, s'il vous plaît. Oui, dernière question. Oui, donc, Allez-y. Jean-Louis Monceau, je suis membre du conseil scientifique du Parc national de Guadeloupe, hein, comme Daniel Lambert. Tout d'abord, donc merci pour ces présentations de retour d'expérience des différents projets soutenus par le projet à Nature Adapt. Je souhaiterais poser une question concernant les ressources des porteurs de projets, c'est-à-dire quel est le niveau de financement des différents projets qui ont été présentés lors de cette session. Alors, le niveau de financement, dans le sens où comment enfin, comment c'est réparti économiquement, c'est ça? En fait, c'est savoir que pour chaque projet, quel est le financement qui est attribué justement par Nature Adapt ou d'autres cofinanceurs.
Alors, moi, personnellement, j'ai pas ces informations-là. Je sais pas si, par exemple, toi, Léa, tu dois avoir plus d'informations que moi là-dessus. Je sais pas si tu peux en parler rapidement juste pour ton cas personnel. Après, je sais plus s'il y a peut-être Edith aussi. Alors les ressources, il y a un peu de temps agent qui a été pris en charge par le projet LIFE, voilà. J'ai plus de mémoire, c'est quoi le nombre de jours minimum, Kevin, qui a été donné pour la réalisation de la méthode C'est une en quarantaine de jours. non, un peu Minimum, plus, c'est quarantaine. peut-être un peu plus, il y a peut-être Je 80 crois que jours c'était 80 jours, Ok, ouais. c'est 80, donc 80 c'est bon. jours. Max. ont Ça va. été pris en charge. Et après, il y avait un déplacement en métropole et un déplacement en Guyane de budgétisé. Voilà, sachant que le temps consacré à la mise en œuvre de la démarche, encore une fois, est largement sous-évalué par rapport au temps passé par les agents en réalité. D'accord. En fait, vous n'avez pas de subvention spécifique de la part de l'État, parce que normalement, il y a quand même pas mal de millions qui sont prévus pour ce genre de projet. Pas dans le cadre de Nature Adapt. En fait, c'est RNF en tant que tête de réseau qui a touché une subvention LIFE qui a ensuite été redistribuée aux différentes réserves. Après, D'accord. Après, il y a également la réserve de Geoffrey qui, elle, touche des fonds verts. Alors, j'ai pas le montant exact. Je sais pas si Geoffrey, tu peux en dire deux, trois petits mots. Ouais, de notre côté, on a eu 16 000 euros du fonds vert pour travailler sur Nature Adapt, ce qui est pas énorme, mais on était parti du principe que notre île étant relativement petite avec assez peu d'enjeux, des enjeux très importants localement, mais pas aussi diversifiés que les autres réserves, ça serait entre guillemets un peu plus simple pour nous de passer moins de temps dessus que les autres réserves qui ont différents types d'habitats et différentes espèces avec une très grande diversité, alors que nous, les enjeux sont ultra limités. Merci, Geoffrey. Je sais pas combien il me reste de temps. Peut-être il y a une main qui se lève. Mathilde, si tu veux poser la dernière question. Non, non, c'était Remarque. juste pour alimenter la question des financements plutôt au niveau parcs nationaux. Nous, on a une obligation dans le cadre des parcs nationaux de se munir d'un plan d'adaptation au changement climatique. Il se trouve qu'il n'y a pas de financements qui sont prévus dessus. Donc, notamment, par exemple, le parc des Cévennes qui est assez avancé, ils ont fait ça sur, en fait, sur les missions des agents qui étaient déjà là. Donc, il n'y a pas eu de poste ouvert pour ça. Nous, au parc amazonien, on a fait une demande de financement. Donc, mon poste, qui dure 14 mois, est financé conjointement par l'ADEME et la Banque des territoires qui, de manière générale, financent assez facilement ce genre d'initiative. Voilà, petit conseil si jamais certains cherchent des financements. Mais voilà, c'était juste pour apporter une autre vision. Eh bien, Merci merci. merci pour les réponses. Je pense que quand même le problème financier pour des projets de cette envergure, parce que j'ai vu au niveau des retours d'expérience qu'il y avait souvent des temps importants d'acquisition et de traitement de données, et donc la nécessité effectivement d'avoir des personnels qui seraient dédiés en dehors des autres, des personnels qui sont mis à disposition. Donc je pense que il y a peut-être un travail à faire au niveau des, d'un certain lobbying pour obtenir plus de financement pour ces actions qui sont importantes pour les territoires. Je vous remercie. Merci à vous. Eh bien, ce sera la dernière question, car on doit clôturer. En tout cas, je vous remercie pour votre participation à tous. Merci à tous les intervenants aussi, qui ont donné un contenu de qualité. Et nous reviendrons vers vous pour vous partager un petit peu le compte-rendu de ce webinaire et la diffusion également du webinaire sur la plateforme et la chaîne YouTube Nature Data.